salle. On m'a demandé de vous faire un aperçu rapidement sur la réglementation des essais cliniques et ce que ça veut dire pour le développement de vaccins dans le contexte de la COVID. Alors, parlons rapidement de la réglementation des essais cliniques. C'est les mêmes réglementations. Euh, alors, les essais pour les vaccins sont revus par la direction de l'excellence réglementaire et essais cliniques. Alors, toute demande est examinée pour s'assurer qu'elle respecte les exigences. C'est un processus rapide. Euh, nous n'annonçons pas pour avoir les meilleurs essais de notre travail, mais nous étudions très rapidement les essais. Et dans le contexte actuel, nous travaillons encore plus rapidement. Nous nous sommes engagés pour tous les essais cliniques visant la prévention ou le traitement de la COVID-19. Si quelqu'un veut nous parler d'un essai clinique qu'il veut entreprendre, nous aurons un contact dès la première semaine et il faut étudier les demandes dans les 15 jours. Alors, dans la moitié du temps qu'on consacre normalement, il est important de noter que Santé Canada ne fait pas de conception d'essais. Nous donnons les meilleurs conseils réglementaires dont nous disposons, tout dépendant de l'information qui nous est présentée et les questions posées. Ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons d'avoir toujours les mêmes personnes impliquées dans toutes les discussions pour qu'il puisse y avoir une approche uniforme. Alors, je vais vous parler maintenant des commanditaires et des enquêteurs. Le commanditaire est généralement le fabricant qui est responsable de l'essai. Ça inclut des choses comme les protocoles, les enquêteurs, évidemment, qui incluent toutes les données de sécurité qui permettent qu'on aille de l'avant, toute l'information, données hydrochimiques et de fabrication. Ils sont responsables de la tenue des dossiers et de faire des rapports au cours des essais. Les enquêteurs sont souvent engagés par les fabricants pour mener les essais. Ce sont généralement des médecins, qui sont les enquêteurs principaux d'un essai clinique. Leur responsabilité inclut de s'assurer que toutes les personnes participant aux essais aient la formation nécessaire et aient les compétences requises pour entreprendre leurs activités. Les enquêteurs sont aussi responsables de suivre les protocoles, d'assurer le consentement éclairé et d'administrer toute la documentation entourant les résultats et tout au long du processus. Alors, comme je le disais, si nous avons un niveau de réponse de 30 jours, c'est-à-dire si la Santé Canada ne s'oppose pas à un essai clinique, il va de l'avant. Alors, il y a quelques raisons pour lesquelles nous pouvons dire non à un essai clinique. D'abord, si l'information fournie n'est pas suffisante pour nous permettre d'évaluer la sécurité ou les risques de l'essai. En plus, une fois que nous l'avons examiné, nous pouvons dire non si il semble que le médicament peut mettre en danger la santé des participants ou de quelque autre personne que ce soit. Nous pouvons aussi rejeter un essai si ce n'est pas dans le meilleur intérêt du sujet de l'essai clinique et si ça n'atteint pas les objectifs si les objectifs de l'essai clinique ne sont pas atteints. Si nous allons émettre une lettre une lettre de rejet, nous contactons le commanditaire, nous leur demandons de se retirer. Si aucun problème n'est identifié, nous pouvons émettre une lettre d'aucune objection et l'essai va de l'avant. Il y a d'autres étapes qui doivent avoir lieu avant que l'essai ne commence au Canada. Ça inclut les approbations par les conseils d'éthique en matière de recherche. Ça varie d'une province à l'autre. Il y a aussi les exigences en matière de pratique de médecine et les exigences professionnelles. Et il y a des contrats spécifiques au site. Et ce sont tous des facteurs qui sont hors du contrôle de Santé Canada. Alors, euh, aujourd'hui, les données, évidemment, sont déjà dépassées. Aujourd'hui, nous avions déjà approuvé 38 essais pour le traitement et la prévention de COVID-19. Ça inclut un mélange intéressant de médicaments pharmaceutiques, d'antiviraux, de médicaments biologiques, y compris des anticorps mono. Il y a aussi des essais qui utilisent des plasmas. Nous avons aussi autorisé des premiers essais et il y a aussi un très grand nombre de vaccins en développement utilisant plusieurs plateformes. Nous continuons de travailler avec les développeurs de médicaments et avec les bureaux les cliniques de recherche et nous prévoyons qu'il y aura beaucoup d'autres vaccins ou d'essais cliniques qui vont nous être présentés au Canada.
À l'échelle internationale, les organismes de réglementation travaillent ensemble pour mettre au point des principes communs pour indiquer ce que nous recherchons pour le développement d'études liées à des vaccins. Il y a des déclarations, des déclarations ont été émises par l'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities et ce sont des déclarations au sujet de la quantité de données précliniques nécessaires avant d'entreprendre une première étude sur des êtres humains. Il faut donc des données de base examinant la description de la réaction immunitaire, les vaccins expérimentaux, mais il n'est pas nécessaire de démontrer l'efficacité dans les études chez des animaux avant de passer à la première étape d'étude auprès d'humains. Il est important de noter aussi que de tous les vaccins élaborés, certains sont nouveaux, d'autres utilisent des technologies déjà bien connues et la quantité de données et de travail préclinique nécessaire avant qu'un produit ne passe à l'étape de l'étude auprès d'humains dépend largement de l'étude elle-même, du produit, ce qu'on sait sur le produit et de son efficacité. Une autre question qui nous intéresse, c'est l'idée de la possibilité d'augmentation de la maladie causée par un vaccin. C'est par exemple si quelqu'un qui a reçu un vaccin et qui plus tard se trouve porteur de la maladie et avoir une réaction plus grave. C'est une crainte avec les coronavirus. Alors, les organisations de réglementation internationale ont demandé des études plus poussées pour évaluer ce risque pour les vaccins éventuels. Et les données demandées dépendent du vaccin, de la plateforme et des données, ce que les données cliniques ont commencé à démontrer. Il faut que toutes ces étapes soient satisfaites avant de passer aux étapes plus avancées. Il y a aussi beaucoup de travail à faire pour déterminer quels modèles d'essais sur des animaux sont les plus importants, sont les plus utiles. Nous travaillons avec des groupes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé pour nous orienter sur la question. En général, ce que Santé Canada recommande aux développeurs de vaccins, c'est que ce qu'on leur dit, c'est que nous sommes disposés à travailler avec des conceptions adaptées. Nous voulons passer rapidement de l'évaluation initiale de la sécurité aux essais auprès de populations où nous pouvons mesurer l'efficacité. En même temps, nous recommandons aussi que les gens commencent lentement et qu'on fasse différentes cohortes pour qu'on puisse évaluer la sécurité avant de passer aux étapes suivantes. Alors, on s'attend à ce qu'on commence avec une population de jeunes adultes en santé et graduellement à aller auprès d'autres cohortes plus âgées et des gens qui ont des risques pour la COVID. La conception des essais doivent avoir un grand facteur de surveillance de la sécurité, y compris surveiller pour l'augmentation des maladies et des suivis à long terme pour la sécurité. Et aussi l'approbation des études individuelles dont j'ai parlé, mais nous encourageons aussi les fabricants à penser à l'élaboration, leur plan de mise au point de documents en général, alors aller au-delà des adultes en santé, on pense aux populations plus âgées et aux enfants, une fois qu'on aura déterminé une bonne caractérisation du remède, du médicament auprès d'adultes en santé. Je vais passer les prochaines diapos assez rapidement, mais ici, il s'agit de mettre en relief une variété d'essais et de réponses immunitaires. Et tout ça doit être utilisé tout au long du processus de développement, dans les études précliniques pour appuyer la preuve du concept. Il faut les utiliser aussi dans les études de premières étapes pour identifier la dose optimale qui sera utilisée dans les études subséquentes. Et enfin, il faut qu'il y ait un bon point final sérologique pour démontrer et appuyer la démonstration de l'efficacité du vaccin. Différentes études doivent être utilisées et celle qui sera choisie dépendra du produit. Il faut donc un éventail d'études pour démontrer le développement de la réponse anticorps. Et enfin, les essais nécessaires pour déterminer la réponse immunitaire doivent aussi être plus robustes à mesure que le produit passe les différentes étapes. Alors, les études précliniques, ça n'a pas besoin d'être un essai validé, mais à mesure que le produit progresse dans le système, il y a des directives internationales. Alors, ici, HQ2 en est une qui décrit l'exigence pour la validation des essais nécessaires pour appuyer l'autorisation finale d'un produit.
Alors, j'accélère un peu. Je voulais signaler que Santé Canada fait des changements pour faciliter les essais cliniques pour la COVID-19. Nous avons récemment mis au point une ordonnance temporaire, une mesure réglementaire temporaire qui permettra plus de souplesse dans la menée de décès. Alors, dans les grands changements, nous passons de l'autorisation par défaut, une approbation par défaut à une autorisation active. Alors, il faut dire, oui, cet essai peut aller de l'avant et nous cherchons encore à le faire à l'intérieur de 2 semaines de la demande originale. Cette autorisation nous permet de mettre en place toutes les conditions qui sont applicables en vertu de la loi. Ça nous permet d'aller de l'avant avec des mesures d'évaluation des risques que nous ne pouvions pas imposer auparavant. Ça nous donne aussi plus de souplesse en matière de respect des règlements. Alors, nous pouvons suspendre un aspect d'un essai. Alors, en vertu du règlement actuel, s'il y avait un problème de sécurité dans l'essai d'un produit, on arrêtait tout l'essai dans son ensemble. Maintenant, en vertu de cette ordonnance intérimaire, nous pouvons suspendre un seul aspect s'il y a un problème à ce niveau-là avec un médicament particulier, ce qui permet au reste de l'essai d'aller de l'avant. Et c'est très important pour l'efficacité dans le contexte. Et enfin, certains des changements apportés par cette ordonnance temporaire permettent que, par exemple, le genre d'amendement dans les médicaments qu'il faut soumettre à Santé Canada, ces demandes sont réduites. Alors, les commanditaires peuvent faire des demandes soit par la voie normale pour les essais ou passer par l'ordonnance intérimaire. Le processus demeure le même. Et il y a beaucoup plus d'orientation fournie dans le lien qui est sur l'image que vous voyez et vous trouverez aussi sur le site de Santé Canada. La dernière chose dont je voulais parler, c'est la différence entre l'autorisation d'un essai clinique au Canada et l'autorisation de mettre en marché un produit. Alors, le cadre réglementaire est différent. Alors, quand nous autorisons un essai clinique, nous examinons en fait un essai unique dont, et l'examen, le but principal de l'examen, c'est d'en assurer la sécurité. Pour avoir l'autorisation d'un essai, tous les pour l'autorisation de mettre sur le marché, ça relève de la division 8, les règlements sur l'alimentation et les drogues. Et il faut généralement plusieurs essais cliniques, plusieurs euh, éléments de données chimiques et autres. Dans les deux cas, cependant, nous demandons des mesures d'atténuation des risques et un contrôle constant pour que les gens qui sont exposés aux médicaments soient bien suivis pour que, en cas de problème, que l'on puisse identifier le problème rapidement et agir en conséquence. La dernière diapo donne des points de contact. Alors, pour tout essai clinique ou toute question touchant les autorisations de médicaments, de vaccins ou les médicaments biologiques, vous contactez le Bureau des affaires réglementaires de la direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques. Nous avons aussi beaucoup plus d'informations sur comment mener des essais cliniques pour la COVID sur le site Web de Santé Canada. Et sur ce, je m'arrête. C'était vraiment très rapide. Bravo, c'était beaucoup d'informations en très peu de temps. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à soit à les taper. Nous sommes un petit groupe aujourd'hui. Vous pouvez aussi lever la main et demander de prendre la parole et je vous la donnerai avec plaisir. Je ne vois personne pour l'instant. Est-ce que vous êtes en train de préparer vos questions? En attendant, pendant que vous parliez des efficacités, est-ce que vous savez si on a discuté de la possibilité de poursuivre la paperasse qui touche à ces efficacités? Est-ce que ça va se poursuivre ou c'est seulement intérimaire? Une ordonnance intérimaire, par définition, est pour une durée limitée. On peut la mettre en vigueur pour 1 an et c'est tout, mais bon nombre des mesures mises en place sont des choses que nous avions déjà prévues. Alors, nous sommes en train de moderniser les règlements sur les essais cliniques. Alors, l'avantage, si on peut dire, de la situation actuelle, c'est que ça nous a poussé à faire passer ces choses plus rapidement. Alors, le projet à long terme est de mettre le règlement à jour d'ici 1 an, de toute façon.
Alors, c'est l'étape suivante. L'ordonnance intérimaire disparaîtra, mais il faudra faire un suivi pour nous assurer qu'il n'y ait pas de lacunes à combler après. Et comment a été votre expérience? Avez-vous eu de l'expérience jusqu'ici là-dessus ou est-ce qu'il y a eu des problèmes? Oui, c'est entré en vigueur le 23 mai et mon équipe vient d'autoriser le premier essai en vertu des ordonnances intérimaires. Il y a une demi-heure. Bravo! Oui, c'est vraiment bien. Le processus d'examen est le même, jusqu'ici en tout cas. Nous n'avons pas eu encore à imposer des conditions ou à utiliser les autres outils, mais on verra comment ça va évoluer. Je pense que le processus d'examen lui-même est pas mal le même. Kenny Twitton demande ceci. Est-ce qu'on est en train de penser à la taille de la population qui va participer au Canada, particulièrement sur une base géographique, par exemple en région rurale ou éloignée? Est-ce qu'il y aura des possibilités pour ces gens-là? Parce que généralement, ces régions sont exclues des essais comparativement à ceux qui vivent dans les grandes villes. Oui, l'ordonnance intérimaire nous a permis de faire des choses. J'ai été un peu trop vite, je suis pas entrée dans les détails dans ma présentation, mais nous avons permis certaines choses. D'abord, la portée c'est-à-dire le nombre de professionnels de la santé était auparavant limité à des médecins ou à des dentistes. Maintenant, c'est élargi pour inclure les gens qui travaillent à l'intérieur des autorités provinciales. Ces personnes peuvent aussi être des enquêteurs provinciaux. Alors, par exemple, une infirmière praticienne dans sa communauté éloignée peut aussi participer. Ça élargit donc l'éventail. Un autre changement consiste à permettre à un consentement informé non écrit. On n'a plus besoin d'une signature sur un bout de papier si on veut donner son consentement éclairé par téléphone ou par Zoom, c'est permis. Ça va permettre donc aux essais à distance de se faire. Autre chose, pour essayer de suivre, de faire en sorte que les essais se poursuivent, pas seulement les essais de la COVID, mais d'autres, permettant aux fabricants d'expédier les produits vers les sites d'essai ou vers d'autres endroits où, s'il est possible pour les participants de s'auto-administrer le médicament, nous pouvons le leur envoyer directement, ce qui permet aussi un plus grand éventail d'activités dans des régions éloignées. Alors, je pense que tout cela va nous aider. Pour les essais à plus grand déploiement, nous espérons qu'il y aura des sites dans des endroits multiples pour avoir un plus grand éventail d'essais. Et pour les essais vaccins, euh, nous espérons le faire là où il y a des cas. Alors, s'il y a plus de cas, là où il y a plus de cas, nous enverrons des essais cliniques là-bas. Très bien, c'est de l'information très utile. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? On est vendredi après-midi, alors on pourrait très bien s'arrêter ici si vous croyez avoir bien compris ce nouveau règlement et que vous êtes bien préparé pour entreprendre votre recherche. Je pense que qui le dit mot consent. Alors, merci à vous tous. Merci, Megan, d'avoir partagé votre temps et toute l'information dont vous disposez. Toutes ces vidéos seront mises sur le site Web. Alors, vous pouvez les envoyer à tous vos collègues chercheurs. Nous avons 2 séries de conférenciers la semaine prochaine, mardi et vendredi prochain, mais par la suite, nous allons passer au mardi seulement. Alors, nous n'allons plus prendre de votre temps les vendredis après-midi au courant de l'été. Alors, merci encore, Megan, de votre temps et merci à vous tous d'avoir été des nôtres.